merci de nous rejoindre. Le Proche-Orient, plus que jamais au seuil d'une déflagration régionale, avec la continuité des agressions et crimes sionistes à Gaza et au Liban. L'Iran vient de promettre une nouvelle riposte cinglante aux dernières attaques de l'entité sioniste dès cette semaine, tout en affirmant qu'un cessez-le-feu pourrait toutefois changer la donne. L'Arabie saoudite annonce de son côté la tenue le 11 novembre à venir d'un sommet arabo-islamique consacré aux agressions israéliennes, sans grande précision sur les réels objectifs de cette rencontre. La Chine et la Russie, deux grandes puissances mondiales, se proposent de plus en plus comme des médiatrices de substitution au Proche et Moyen-Orient. Les deux pays ont de nouveau affiché leur soutien aux Palestiniens en accueillant le président de l'autorité palestinienne à la dernière réunion des BRICS. Un message à peine voilé en direction des Américains qui, par leur parti pris et parrainage de la politique génocidaire à Gaza, se sont complètement discrédités dans la région. Les résultats des élections américaines n'étant pas réellement porteuses d'espoir pour un changement de paradigme profond dans les guerres génocidaires à Gaza et au Liban, les pions pourraient peut-être bouger en faveur d'un cessez-le-feu, à mesure d'ailleurs que les résistances locales, le Hamas, le Hezbollah et même en Irak harcèlent quotidiennement l'armée terroriste sioniste qui semble se reconstituer autour de nouveaux prochains leaders politiques et militaires. On reçoit pour inviter nos invités d'abord sur le plateau. Chlif Driss, vous êtes enseignant universitaire, spécialiste des questions internationales. Bonsoir. Bonsoir. Kamal Mansali, directeur de publication du quotidien Le Jaune Indépendant et consultant de Canal Algérie pour les questions internationales. Bonsoir à vous également. Bonsoir. Et puis via Skype, depuis Paris, Gamal Abina, journaliste, spécialiste des questions, analyste des questions internationales. Bonsoir Gamal Abina. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être parmi nous. Et puis Taoufik Hamel, chercheur en histoire militaire. Bonsoir Monsieur Hamel, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci à vous. Alors, est-ce que, Chez Driss, est-ce que selon vous, les aspects d'une guerre régionale, on l'a déjà dit par le passé, enfin il y a quelques semaines, il y a même quelques mois, mais est-ce que cette fois les aspects d'une guerre régionale sont bien présents? Il pourrait y avoir des éléments comme ça de rapprochement, notamment peut-être entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Y a-t-il des éléments nouveaux en tout cas qui permettent de le conclure, selon vous? En fait, c'est-à-dire que nous sommes en face d'une situation qui est assez complexe, une situation qu'on pourrait la qualifier comme étant fluide, à savoir que les paramètres, les dynamiques sont changeantes, elles sont évolutives. On ne peut pas affirmer avec certitude que pour tel paramètre, on aura un tel scénario. Donc la situation, elle est changeante, elle est évolutive. Maintenant, est-ce qu'on s'acheminant vers une guerre régionale, vers une escalade où on verra un bouleversement majeur ou l'implication de certains facteurs régionaux, voire même internationaux? Pour l'instant, c'est peu probable, pour multiples raisons. Peut-être qu'on aura l'occasion de s'appréhender. Vous pouvez le développer maintenant. C'est-à-dire que déjà, il y a une certaine prise de conscience de la part de certains acteurs régionaux très importants qu'une escalade pourrait être très préjudiciable et pourrait avoir un impact sur leurs intérêts, leur sécurité nationale et même sur l'équilibre régional. De un. De deux, certains acteurs internationaux de grande puissance comme les États-Unis, voire même la Russie et la Chine, n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait un bouleversement, une guerre régionale, une escalade dont il serait difficile de maîtriser, le déroulement et difficile de prédire les conséquences. Donc jusqu'à présent, il y a une certaine gestion de statu quo, une certaine escalade des turbulences qui sont un petit peu contrôlées. On a vu avec l'Iran et Israël des attaques qui étaient les réponses qui étaient calculées, mesurées et tout. Ça dénote en soi une certaine volonté, une certaine prise de conscience de la part de certains, notamment l'Iran, qui ne veut pas aller vers une escalade, vers une guerre régionale. En adoptant une telle mesure, il essaie d'envoyer un message pour le cas qu'on dit je suis un acteur discipliné, je ne suis pas un État paria, contrairement à l'entité sioniste, dont certains partis comme l'extrême droite et le sionisme religieux qui sont capable d'aller vers l'escalade. Mais jusqu'à présent, il y a une certaine régulation, si vous voulez, de la part de certains acteurs, de façon à ce que la situation ne dégénère pas. Alors, si escalade, il y a une escalade contrôlée. Alors, mais tout de même, Kamal Mansali, ici, il y a encore une réplique, et l'Iran le promet, réplique sur les attaques de l'entité sioniste, donc sur l'entité sioniste. Est-ce que il peut tout de même y avoir une escalade ou est-ce que ce sera encore une réplique contrôlée et mesurée? Vous savez, dans ce genre de situation, jusqu'à aujourd'hui, on a vu une sorte de tac-au-tac entre Israël et l'Iran.
Mais ce qui est sûr pour le moment, c'est que la riposte iranienne est promise, elle est attendue. Sa dimension n'est pas encore précisée, mais on le verra lorsque l'Iran ripostera. Mais est-ce que c'est une situation qui va être contrôlée? Est-ce qu'il y a des acteurs qui sont en train de faire en sorte à ce que la situation ne dégénère pas? Pour le moment, Israël est en train de tout faire pour que ça dégénère. Oui. Que ce soit à Gaza ou que ce soit au Liban, la frappe, le massacre de civils incessant et de grande envergure qu'elle applique au Liban, l'implication des États-Unis et de la Grande-Bretagne contre les Houthis, donne l'impression qu'on ne va pas vers un contrôle de la situation plutôt. C'est-à-dire le seul dénominateur, le seul paramètre qui n'est pas encore clair, c'est la façon dans laquelle s'évoluera la situation entre l'Iran et Israël d'un côté. Bien évidemment, il y a l'aspect négociation qui est en cours, mais jusqu'à aujourd'hui, toutes les étapes de négociation n'ont abouti à rien. Ils ont au contraire permis à Israël de poursuivre son opération, c'est-à-dire ces massacres de civils. Et l'État israélien aujourd'hui donne l'impression, ou bien les dirigeants israéliens, qu'ils ne veulent pas d'une solution politique, mais continuent à massacrer des Palestiniens pour arriver à créer une zone tampon en nord de Gaza. C'est ce qui est fait aujourd'hui avec les massacres de Jabalia. Et on voit que cette tendance qui est la plus retenue par l'administration israélienne sioniste. Donc les États-Unis laissent faire. Sur le plan diplomatique, il n'y a aucun élément palpable qui donne l'espoir qu'il y a une solution politique, surtout au drame humain vécu par les Palestiniens et les Libanais, notamment au sud, et que les Américains ou ceux qui sont en train de négocier au nom d'Israël ne donnent pas l'impression qu'ils sont pour une solution politique. Ceci dit, la tension persiste et on ne peut pas calculer demain. On a cru auparavant, lorsqu'il y a eu les escarmouches entre le Hezbollah et l'Israël, que tout était confiné dans une proportion géographique, dans une position, dans un espace réduit. Mais aujourd'hui, ça dépasse cet espace. Il y a un deuxième acteur qui est important, qui est aussi menacé par les Américains, qui est l'Iran. Donc il faut tenir compte de cette dimension. Est-ce que ça va se calmer? On va voir dans les jours à venir. Justement, je vais poser la question à Gamal Abina. Cette réplique, une nouvelle fois, de l'Iran, l'Iran promet qu'elle sera cinglante dès cette semaine d'ailleurs. Ce sera quelque chose de visible dès cette semaine selon les autorités iraniennes. C'est une tension supplémentaire. Ma question serait à propos justement des puissances régionales, des pays justement limitrophes de la Palestine et du Liban. Est-ce que ce statu quo finalement arrange plus qu'il ne dérange, ou est-ce qu'on peut continuer longtemps? Je parle de la région, avant de parler des puissances internationales, évidemment. Oui, si on circonspect à la région, effectivement, on se rend compte qu'on a en face de nous des puissances régionales qui voudraient jouer un rôle majeur. Donc les principales puissances, il n'y en a que trois. Il ne faut pas compter la quatrième qui est inexistante, c'est l'Arabie. L'Arabie, c'est juste de la décoration des États-Unis. Les trois puissances majeures, c'est évidemment les sionistes, l'État sioniste raciste et génocidaire, il faut le rappeler. C'est la Turquie qui, pour l'instant, ne bouge pas. Elle fait des déclarations comme ça de principe, mais elle ne bouge pas. Et c'est évidemment la première puissance régionale qui est l'Iran. L'Iran, puissance, rappelons-le quand même, spatiale, puissance militaire puisqu'elle développe ses propres armements et ses propres balistiques. L'Iran qui a développé une nouvelle stratégie de guerre avec les Shahids, les drones Shahids qui risquent de faire des dégâts. Et l'Iran qui, il ne faut pas leur retirer ses qualités, disent ce qu'ils font et font ce qu'ils disent. Donc déjà, on sait qu'ils avaient frappé une première fois à la réponse d'une attaque terroriste de l'entité sioniste lorsqu'ils ont attaqué à Damas, dans un pays qui est quand même souverain, sur l'ambassade d'Iran. Sur le consulat iranien, ils ont attaqué et frappé l'immeuble en question qui était adjacent à ce consulat. Ils ont tué des responsables iraniens militaires. Ça a été mal vécu. La première réponse, c'était une réponse qui était extrêmement mesurée et décorative. Ils ont envoyé tout un tas de missiles, des drones qui ont pris un temps, 8 heures de trajet, et ils ont prévenu les États-Unis et l'entité sioniste. Donc là, la première réponse a été faite. Puis par la suite, ils ont assassiné le Premier ministre palestinien Ismaël Haniyeh, et là, l'Iran a dit qu'elle ferait payer avec des moyens plus importants. Donc la seconde frappe a été beaucoup plus importante et a été signifiante dans la mesure où elle a atteint tous ses objectifs parce qu'ils ont montré que technologiquement ils pouvaient frapper. À nouveau, les sionistes ont attaqué avec une attaque assez ridicule puisque ça n'a pas donné grand-chose, mais tout de même, ils ont eu l'affront d'attaquer l'Iran, cette grande puissance millénaire, il faut le rappeler, multimillénaire.
Et l'Iran a annoncé par la voix de Khamenei, encore une fois, qui n'invente pas, ils ne font pas dans les sbroufs, hein, lorsqu'ils disent qu'ils font, qu'ils frapperaient avec au minimum 2000 missiles, avec une frappe que jamais l'État sioniste n'a connue. Donc évidemment que l'escalade a été enclenchée par les sionistes, évidemment qu'ils la veulent parce qu'ils veulent entraîner les États-Unis dans cette guerre qui n'en veut pas, et évidemment que l'Amérique n'a aucun intérêt à ne pas maintenir la pression militaire parce qu'elle vend des armes. C'est-à-dire que les États-Unis, si vous voulez arrêter la guerre, ils coupent immédiatement les financements, 29 milliards de dollars quand même, hein. Ils coupent immédiatement l'alimentation en bombes, puisque les bombes viennent des États-Unis. Ils ne le font pas parce que la guerre leur profite aussi. La tension au Moyen-Orient permet de vendre beaucoup d'armes. Tout le monde se rend compte, et les puissances internationales, en premier lieu les États-Unis évidemment, ne font pas d'efforts pour que cette guerre s'arrête. Ils la laissent, mais ils font en sorte que ce soit une guerre, un conflit de moyenne intensité, non pas de haute intensité. Et aujourd'hui, bon, massacrer les Palestiniens, c'est de la basse intensité. Attaquer le Hezbollah, on monte en gamme, mais si on attaque l'Iran, à ce moment-là, on passe sur une guerre militaire de deux puissances. Est-ce qu'on peut dire que ce qui se passe à Gaza et au Liban, c'est un conflit de basse intensité, Gamila Bina? Alors, c'est un conflit de haute intensité de la partie sioniste vis-à-vis des massacres qui font sur les civils. Mais en termes militaires stricto sensu, on reste dans une guerre asymétrique. C'est-à-dire que les moyens déployés par les sionistes sont considérables, mais la réponse est asymétrique. Ils ont des moyens beaucoup plus réduits. Et on se rend compte aujourd'hui, c'est là où on peut rendre grâce aux Libanais et la fierté libanaise pour le coup, qui n'a jamais reculé, de l'État libanais, en passant par toutes les factions politiques jusqu'au Hezbollah, les sionistes ne rentrent pas au Liban. Ils sont mis en échec à chaque fois ils font l'incursion et ils sont chassés par la force. Et ça fait une petite différence sur un plan géostratégique. Tawfiq Hamel, justement, une riposte sur l'Iran. Est-ce que l'Iran aurait intérêt à se rapprocher de l'Arabie Saoudite? On sait que ces deux pays ne sont plus aussi fâchés, au terme d'ailleurs d'un rapprochement en septembre 2023 sous la houlette de la diplomatie chinoise. Et depuis des mois d'ailleurs, ils discutent de la situation dans la région. Est-ce que c'est un rapprochement qui pourrait être une des clés peut-être de la solution dans la région? Effectivement, un éventuel rapprochement entre les Iraniens et l'Arabie Saoudite, évidemment, ça pourrait contribuer à l'apaisement régional. Il faut garder à l'esprit que la stratégie iranienne consiste en tout cas à mettre en place un nouveau système d'alliance dans cette région qui est une alternative au système qui existe actuellement, qui est dans le centre-est des États-Unis. Alors, excusez-moi, Tawfiq Hamel, on vous entend assez mal. On va revenir vers vous une fois que le son aura été arrangé. Je vous pose cette même question, Chef Driss, sur un rapprochement entre ces deux pays. Est-ce que ça peut être une des clés ou est-ce que c'est pas du tout à l'agenda régional? Non, il est clair que depuis quelques années, l'Iran a déployé des efforts dans le sens de l'apaisement de la tension et d'aller vers la normalité des relations avec l'Arabie Saoudite. Cela s'est fait en 2021 par l'entremise d'une médiation chinoise. Et il y avait intérêt de part et d'autre de la part de l'Arabie Saoudite et de l'Iran d'aller vers l'apaisement, d'aller vers des relations normales, de façon à ce que la situation se stabilise un petit peu. Parce qu'il y avait une prise de conscience de part et d'autre, aussi bien chez les Saoudiens que les Iraniens, que des relations froides, une certaine tension, une certaine distance entre les deux pays n'est pas dans l'intérêt des uns et des autres. Donc, il est très tôt, à mon sens, de parler d'une alliance plutôt d'un nouveau rapprochement. Un rapprochement, oui. Il s'est opéré depuis 2020. Tout à fait. C'est déjà un pas en soi. C'est déjà une évolution qui est très significative. Maintenant, je pense qu'il est trop tôt pour dire est-ce que ces relations vont se consolider, se solidifier. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion, justement, de consolider ces relations sur ce problème et focaliser sur cette possible déflagration régionale? On est en train d'en parler aujourd'hui, on n'en est pas loin. C'est-à-dire que là, peut-être on envisage l'idée ou le postulat selon lequel un rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite pourrait constituer un nouvel axe qui pèserait, qui déterminerait ou disons qui exercerait une certaine pression de façon à ce que la tension baisse d'un cran dans la région. Là, oui, ça pourrait être le cas, mais attendons de voir un petit peu, parce qu'il y a des contraintes aussi bien sur les Saoudiens que sur les Iraniens. Ça d'une part, d'autre part, il
il y a une nouvelle configuration régionale, ça a été mentionné, c'est que maintenant les nouveaux acteurs, c'est que influents, à savoir il y a les Émirats arabes unis, il y a l'Iran, il y a la Turquie et bien entendu l'entité sioniste. Donc il y a ce jeu à 4, parfois ce jeu à 3, c'est lui qui détermine un petit peu les trajectoires et les alliances. Donc l'Arabie Saoudite à un moment donné, elle était dans une position centrale, mais elle a perdu sa centralité. Le régent du trône, Mohammed Ben Salman, essaie de revenir justement, de récupérer cette place, sa centralité, revenir comme un acteur régional important. Mais jusqu'à présent, tous les efforts qui sont déployés, et on parle du prochain sommet à Jeddah, me semble-t-il, le 11 novembre, il va dans ce sens-là. Justement, c'est peut-être... Il va dans ce sens, mais justement dans ce sens. Là, le problème qui se pose, c'est qu'à un moment donné, la situation au Moyen-Orient, les contours des rapports de force, les contours des dynamiques des relations ne sont pas déterminés par les acteurs de la région, ils sont déterminés par des acteurs extra-régionaux, en l'occurrence les États-Unis. Et dans une moindre mesure, peut-être la Russie et la Chine. Donc là, il faudrait que, pour qu'il y ait une nouvelle configuration, qu'il y ait une appropriation de la part des pays de la région, de leur destin et déterminer eux-mêmes. Cela, pour l'instant, est lointain et il n'y a pas une volonté. On l'a démontré l'année dernière quand il y a eu le début de l'agression sioniste sur Gaza. Lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe, bien dans le sommet de l'organisation de la conférence islamique, il y avait des propositions qui ont été formulées pour faire pression sur l'entité sioniste de façon qu'elle cesse l'agression. Certains pays y ont adhéré, d'autres n'y ont pas adhéré. Donc là, il y a ces tiraillements, cette division du camp arabe, si vous voulez, qui est structurelle, qui n'est pas un épiphénomène. Et là, je crois qu'avec le temps, elle risque de s'accentuer. On va poser la question à Tawfiq Hamel parce qu'il avait commencé à y répondre. Tawfiq Hamel, vous nous entendez? Oui, parfaitement, oui. Très bien. Alors, je vous repose la question rapidement sur un rapprochement entre l'Iran et effectivement, un rapprochement entre les Iraniens et les Saoudiens. Évidemment, cela ne fera qu'apaiser les relations dans cette partie du monde. Globalement, la stratégie iranienne a toujours consisté à mettre en place une nouvelle alliance régionale dont les pays de la région seront la base, comme une alternative au système d'alliance qui est mis en place par les Américains, particulièrement au moins depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans le cas alors, le problème qui se pose, c'est qu'il y a parfois des divergences et des rivalités régionales entre l'Iran et les Saoudiens. Alors, ces dernières années, on a constaté en tout cas les deux États ont conclu qu'aucun n'a intérêt vraiment à entrer dans des conflits et il y a une volonté d'apaiser les tensions entre elles. Et à partir de là, on a constaté un certain rapprochement. Pour l'instant, c'est un rapprochement qui reste à renforcer, à consolider, ce qui n'est pas encore certain, car quand même, il reste des divergences très importantes. Alors, sur le plan, si on prend, déjà, vous avez quelques divergences entre des sunnites et des chiites, mais plus que ça. Là, vous avez deux puissances pétrolières, gazières. Sur certains aspects, il y a une convergence et il y a des divergences. Ça va être un peu difficile justement d'aplanir et de mettre en place des mesures de confiance, mais généralement, tout commence par des mesures de confiance et les derniers rapprochements s'inscrivent dans cette option. Ensuite, il faut garder à l'esprit que les Américains ne vont pas soutenir de tels efforts de rapprochement. D'ailleurs, il y avait certains journaux américains récemment qui ont révélé que les Américains mettent de plus en plus de la pression sur les pays du Golfe justement pour condamner les attaques des Houthis. Même si dans le passé il y avait l'intervention de l'Arabie Saoudite au Yémen, mais dans le contexte actuel, les Saoudiens hésitent justement à condamner les attaques des Houthis. Même dans le cas de l'Iran, ça va être très difficile pour les dirigeants des pays du Golfe de condamner les Iraniens dans le contexte actuel. Pour l'instant, le seul objectif de ces États, particulièrement des États arabes, malheureusement pour l'instant, on peut constater que les États arabes, même les pays musulmans,
se montre impuissant d'influencer la situation dans les pays du Golfe, particulièrement pas uniquement les pays arabes, même dans le cas de la Russie et de la Chine, elles ont montré une certaine... Oui, une certaine. Vous pouvez terminer là-dessus. Même dans le cas de la Chine et de la Russie, elles ont montré une certaine limite. Elles ont montré que leur influence sur ce dossier est très très limitée. On va y revenir. Actuellement, il y a juste les États-Unis qui sont capables justement d'influencer ce conflit. On va y revenir, Monsieur Hamel. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, par rapport à ce qui s'est passé entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Ouais. En réalité, c'est une réconciliation et non pas un rapprochement. Puisque les deux pays se sont rendus compte, c'est prêt, après avoir été au centre de conflits intenses dans la région, ouais. Notamment au Yémen. C'est-à-dire que les États-Unis, enfin l'Arabie Saoudite avait ses alliés au Yémen, y compris pour ce qui est de l'Iran. Donc il y avait une réalité nouvelle qui s'est imposée, c'est que la Chine est venue au Proche-Orient justement pour investir. Ils avaient annoncé un montant et des investissements de 400 milliards de dollars en Iran et 60 milliards de dollars en Arabie Saoudite. Pour que ce projet puisse se concrétiser et pour que la Chine aboutisse à ces investissements et les concrétise, il fallait calmer le jeu entre deux puissances qui s'affrontent depuis 1979, depuis la Révolution. Il y avait pour les trois pays se sont rendus compte. Ouais, l'Arabie Saoudite qui a lancé son projet de vision 2030, l'Iran qui a besoin justement de refonder son économie en raison des sanctions qu'elle subit depuis des années. Et en même temps, la Chine a besoin que le Proche-Orient, ces deux pays-là soient stables pour s'assurer de ses approvisionnements, notamment après la construction du port, du hub portuaire en Myanmar, qui va désormais par lequel va être acheminé l'énergie, le pétrole vers la Chine, pour éviter le détroit de Malacca qui est contrôlé par les États-Unis et qui constitue une zone de tension. Donc il y a des intérêts, les trois pays se sont rendus compte que leur avenir est en se mettant à côté de la Chine et non pas des États-Unis. Et en plus de ça, on a remarqué, on a vu comment les Saoudiens se sont détachés des États-Unis lors du sommet de Jeddah auquel a assisté Biden, qui prônait un OTAN arabe pour justement contrecarrer. Donc c'est là où l'Arabie Saoudite, y compris les Émirats, avait déclaré que jamais il n'attaquerait, et c'était avant la réconciliation, que jamais il n'irait vers un regroupement militaire régional chapeauté par les États-Unis et Israël. Donc il y a une rupture dans cette logique. On a toujours cru beaucoup d'analystes pensaient que jamais l'Arabie Saoudite sous MBS allait justement faire face aux États-Unis de cette façon. Et aujourd'hui, on entend parler qu'il va y avoir des manœuvres militaires entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, ce qui va constituer une première et un message clair aux États-Unis que la gestion sécuritaire de la région peut être gérée par les deux pays, peut être assurée par les deux pays et non pas par des forces étrangères. Il ne faut pas oublier la réalité de la région. Il y a beaucoup de bases militaires américaines au Qatar, en Arabie Saoudite, aux Émirats. Et donc la réalité militaire est certes en faveur des États-Unis, mais il y a quand même une volonté de se détacher de ce poids américain d'une manière ou d'une autre, et qu'en même temps, les États-Unis qui voulaient que l'Arabie Saoudite aille adopte solennellement l'accord d'Abraham, on voit aujourd'hui que ce projet-là est capoté et que la résistance a fait justement reculer ce projet. Et ce qui pousse aujourd'hui l'Arabie Saoudite à aller chercher une solution politique à travers le sommet du 11, durant lequel elle veut proposer la solution de deux États. Alors, puisque vous ouvrez le sujet, avant de passer, de parler sur les élections, parler des élections américaines, vous parlez de cette solution que propose Jeddah. Donc, qu'est-ce qu'elle vaut dans une négociation à choc? Ils reviennent à la proposition, c'est-à-dire de 2002 au Beyrouth. Oui. Le sommet arabe a préconisé la reconnaissance, la solution de deux États, c'est-à-dire l'application de la résolution de 181-338 de l'ONU, le retour de la Palestine aux frontières d'avant 67. Donc, cette réalité-là qui voulait être préparée, mais cette fois-ci, bien sûr, il ne faut pas oublier qu'en 2002, il y avait la contrepartie, c'est-à-dire une paix
retour terre contre paix, mais normalisation en plus. Donc c'est ça l'Algérie. C'est un autre contexte aujourd'hui. L'Algérie adopte cette position, mais pas, c'est-à-dire dans le fait qu'elle réclame que la résolution 181, 338 et le retour des réfugiés, le retour de toute la terre, c'est-à-dire des spoliés par les Israéliens avant 67, soit donné, soit récupéré par les Palestiniens sous quelque forme que ce soit. Mais c'est vrai que la réalité du terrain contredit elle contrarie cette ambition, mais ça va prendre du temps. Mais le plus important pour ces pays-là, parce qu'on a vu ce qui a été, ceux qui ont lu le livre de Bob Woodward, où les pays arabes, les dirigeants arabes, avaient justement affirmé, certains d'entre eux qui sont cités dans MBS, le président Sisi, donc dans ce livre-là qui est très important, où on constate que la solution de 2 États est préconisée parce que la guerre n'arrange personne. Oui. À un moment donné, il faudra trouver une solution. Gamal Abina, on a cru pendant les premiers mois, en tout cas, du génocide à Gaza, que les Américains allaient obliger les sionistes, allaient faire pression, en tout cas, sur les sionistes pour terminer la guerre avant les élections présidentielles. Ça ne s'est pas fait de cette manière-là. Alors, est-ce que les USA pourraient presser cette fois les sionistes après à conclure un cessez-le-feu après le résultat des élections, ce qui serait quand même plus agréable pour le prochain locataire de la Maison-Blanche, ne pas hériter de cette situation, justement. Alors, il semble qu'il y a un petit problème, Gamal Abina, on ne vous reçoit pas. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Excusez-moi, donc je vous disais, la problématique, c'est pas de stopper les sionistes, c'est les États-Unis qui veulent cette situation, c'est eux qui l'alimentent, c'est eux qui la financent. Donc il ne faut pas croire qu'ils ont des difficultés à l'arrêter. Non, mais Gamal Abina, juste pour reposer peut-être la question de manière un peu plus précise, est-ce qu'à un moment donné, selon vous, les Américains peuvent dire bon, stop, il y a eu un an de génocide, qu'est-ce qui pourrait justement amener les Américains à le faire? C'est plus dans ce sens que je pose cette question. Et j'entends bien votre question, et c'est pour ça que je vous dis, les Américains sont l'alimentation de la guerre, c'est eux qui dirigent Netanyahou et pas le contraire, et l'objectif des États-Unis, c'est effectivement de créer un climat délétère afin de se positionner comme le gardien de la région. Vous avez évoqué il y a 2 minutes la question de la réconciliation Arabie-Iran. Donc l'Iran qui était sous contrôle américain avant 1979 n'était pas effectivement froissé avec l'Arabie, que je n'appelle pas saoudite, j'appelle ça l'Arabie, c'est son vrai nom. Et donc, ce qui se passe, c'est que tant qu'il y avait le contrôle de l'Iran par les États-Unis, pas de tension. Dès que les États-Unis perdent le contrôle de l'Iran avec la révolution islamique, ils vont créer un concept qui est voulu par Brzezinski de ce qu'ils vont appeler le croissant chiite, qui va être récupéré par Abdallah et par tous les inféodés américains. Tous les dirigeants de la région sont sous contrôle américain, on le sait. Et ce qui a fait la rupture entre l'Arabie et les États-Unis, c'est pas le fait seulement qu'ils se rapprochent de l'Iran pour des raisons opportunistes avec un monde multipolaire et la Chine à la manœuvre. C'est que la personne de MBS était en panique. Elle savait que Biden le détestait pour le meurtre de Khashoggi, elle savait qu'il était en rupture avec lui, et donc MBS a dit « je vais me rapprocher ». Comme un enfant qui a reçu une fessée, je vais me rapprocher du bloc de l'Est, en l'occurrence donc des Russes, des Chinois et des Iraniens, afin de me protéger. Donc il n'y a pas de sincérité chez lui. Il y a un opportunisme politique, il y a une possibilité de trouver un nouveau parrain, mais en aucun cas de protection. Ensuite, l'autre aspect, par rapport à ça, c'est la stratégie effectivement chinoise, qui est une stratégie d'investissement massif, ça a été dit d'ailleurs sur le plateau, 400 milliards, c'est pas rien pour l'Iran, parce que la Chine a un besoin criant d'énergie, c'est un pays très énergivore, elle a besoin de stabiliser ses échanges et elle a besoin de garantir le flux de ces marchandises par ces nouvelles routes de la soie. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que toutes les stratégies économiques et politiques et militaires, les États-Unis sont dans la stratégie de rupture parce qu'ils ne veulent pas que le projet chinois aboutisse avec évidemment la possibilité d'avoir de l'énergie à bon marché et surtout la possibilité de vendre ses produits à travers le monde. Les États-Unis ont besoin de vendre des armes parce que c'est une nation qui s'est fondée sur la vente et la fabrication d'armes, et les États-Unis ont besoin de protéger leur petit inféodé entre guillemets, le produit de l'Occident, cette nouvelle croisade qu'on appelle Israël. Donc l'État sioniste, ils ont besoin de le protéger. Mais si vous voulez vraiment arrêter la guerre avant les élections, et ils ne l'ont jamais voulu, Monsieur Biden qui a dit je suis... Après les élections, est-ce que vous voyez la possibilité justement que les États-Unis prennent cette décision? Avec vous. Avant les élections, les deux ont annoncé qu'ils sont sionistes. Je parle de Biden et Harris, donc c'est clair. Après les élections, parce qu'il est probable que Harris perde les élections, vu qu'elle travaille quand même beaucoup de difficultés, hein. Sa base électorale lui en veut pour cette guerre. Elle est femme, aux États-Unis on ne vote pas pour une femme, elle est noire, donc ça fait beaucoup d'inconvénients. Mais après les élections, j'ai envie de dire simplement, c'est qu'on aura un Trump qui est très farfelu, qui est outrecuidant, qui est inquiétant, qui prend des décisions à la porte-pièce, mais Trump va tout faire
pour essayer une fois encore d'acheter la paix, de monnayer la paix. Et là, il s'est rendu compte que d'acheter les États arabes pour faire les accords d'Abraham, ça n'a pas abouti, parce que finalement, l'Arabie refuse maintenant de consacrer ces accords d'Abraham. Ouais. Elle a dit tant qu'il n'y a pas d'État palestinien, pas d'accord. Elle est sous pression, évidemment. Et à côté de ça, il s'est rendu compte qu'il faisait la paix sur le dos d'un peuple. Sauf que ce peuple s'est exprimé bruyamment, et aujourd'hui on ne peut plus faire sans. Alors en plus, il y a l'axe de la résistance qui est constitué, que vous connaissez, que ce soit le Hamas, le Hezbollah libanais, le Hezbollah syrien, surtout irakien, excusez-moi, les Houthis, et l'Iran derrière. Donc la frappe de l'Iran sera déterminante. Qu'est-ce que pourrait préconiser Trump, selon vous, rapidement sur cette question? Alors Trump, c'est compliqué, parce que vous savez, c'est quelqu'un d'extrêmement fantasque, extrêmement inquiétant. Oui. Quand il va insulter copieusement le leader nord-coréen, il l'insulte et après il va lui faire la bise. Il va lui rendre visite et il fait la paix. Donc quand on a un personnage comme ça, qui est imprévisible, j'ai eu l'occasion de discuter par exemple avec une amie que vous connaissez, Rima Hassan, et elle a eu le même sentiment que moi. On peut s'attendre à tout avec Trump. Oui. C'est quelqu'un d'extrêmement instable. Oui. Même le pire. Oui, même le pire. Hein. Parce que là, pour l'instant, il y a son neveu qui fait un peu la pluie et le beau temps. Enfin, les propositions de son neveu ou de ses anciens conseillers à la présidence ont été rapidement écartées. Aujourd'hui, il est capable, dans ses excès, effectivement, d'abord de frapper un coup très fort et après de faire pression. Ah, vous voulez ajouter quelque chose rapidement? Je voudrais qu'on reprenne avec toi. Par rapport à la politique de Trump au Proche-Orient, il faut rappeler que Trump avait préconisé un retrait total des forces américaines du Proche-Orient. Il avait entamé le processus en Irak, il avait au Proche-Orient, il voulait justement que les États-Unis se retirent des zones de conflit. Oui, des zones de conflit, y compris l'Afghanistan, c'était lui qui avait entamé avant que Biden ne le termine. Pourquoi? Parce que, en dépit du fait qu'on peut dire qu'il est fantasque et tout, mais il a décidé de faire de l'Amérique sa priorité. Oui. Donc ce n'est pas... Donc la politique étrangère, il avait même dit à tous ceux qui veulent la sécurité doivent payer. Nous ne voulons pas être le fournisseur, le pourvoyeur financier de l'OTAN. Tous ceux qui veulent être protégés veulent payer. Il avait même dit au roi Ben Salman, il avait dans un discours dit si vous voulez que l'on vous assure votre sécurité, il faudrait que vous payiez. Donc là, pour Trump, la logique commerciale prime parce que l'Amérique est prioritaire à ses yeux. Oui, Make America Great Again. Ah. Donc c'était ça le credo. Donc le Proche-Orient, la politique étrangère, et aujourd'hui, ce qu'il avait préconisé durant sa campagne électorale, il a dit je vais mettre fin à la guerre, et je vais sanctionner le Hamas, comme je vais mettre fin à la guerre en Ukraine. Oui. Parce qu'au sein du Parti républicain, ce qui ne s'est jamais produit, il y a une nouvelle génération qui est justement contre le fait que les questions externes soient la priorité. J.D. Vance, qui est le colistier de Trump, a justement, dans son livre, démontré la philosophie des républicains et qui est justement contraire à celle qui était préconisée par l'establishment. On est sûr d'une chose aux États-Unis, que ce soit la droite ou les démocrates ou les républicains, ils sont tous derrière Israël. C'est une question qui est de consensus aux États-Unis. Tout l'establishment américain est derrière. Mais il y a des nuances, que ce soit chez les démocrates ou chez les républicains. Bon, aujourd'hui, certes, Israël restera la protégée des États-Unis, mais s'agissant de la présence américaine ou de son implication au Proche-Orient, ça diverge d'un parti à l'autre. À travers la fourniture des armes et... Non, Israël, c'est quelque chose d'intouchable. Donc il restera l'Israël. Mais alors comment l'Amérique pourrait se désengager? Jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on a suivi le déroulement de la guerre, enfin de l'agression sioniste contre Gaza depuis le 7 octobre, on a compris que les États-Unis n'ont jamais voulu la paix. Tout ce qui est négociation, tout ce qu'on annonce comme solution proche était justement de la manœuvre pour gagner du temps, pour permettre à Israël de massacrer à tour de bras, de continuer le génocide sans arriver à une solution, parce que pour elle, la solution, pour les États-Unis, la solution, elle est militaire et elle n'est pas politique. Et donc, surtout, la question aussi, il y avait un détail important qu'on a oublié, c'était les otages. Ni Netanyahou, ni l'administration américaine n'est intéressée par les otages, ce qui nous laisse croire que la solution politique
n'est pas à l'ordre du jour. Oui. Alors, bon, je vais quand même poser la question sur la Chine, par exemple, qui a accueilli en juillet dernier le Hamas et le Fatah et une douzaine d'autres factions palestiniennes pour la signature d'un gouvernement intérimaire de réconciliation nationale chargé d'administrer la bande de Gaza une fois la guerre génocidaire terminée. Ces mêmes groupes s'étaient réunis à Moscou en février pour conclure un accord un peu similaire. Est-ce que ces deux puissances peuvent... Alors, Tawfiq Hamel nous disait tout à l'heure, je lui reposerai la question, Tawfiq Hamel nous disait que les marges de manœuvre de ces deux pays, ces deux puissances, sont très limitées dans la région, mais est-ce que ces deux pays peuvent supplanter les Américains qui, on le voit, sont complètement discrédités dans la région? Non, je rejoins ce qu'a dit Tawfiq Hamel. Dans les médias, personne ne peut supplanter les Américains, encore moins les Russes. Dans la mesure où, ce qui se passe en Ukraine, il y a une ligne de démarcation qui est très nette. Un affrontement entre les États-Unis, l'OTAN et la Russie de manière indirecte. Le terrain, c'est le terrain ukrainien. Donc, considérant ce paramètre déjà, les Américains n'accepteront jamais un médiateur russe. Mais le pied de la Chine et de la Russie, en ayant dans la région, en ayant des contacts avec pratiquement tous les acteurs de la région, on parle de l'Iran, de la Syrie, de la Turquie. Tout à fait. Il y a une chose, en termes d'influence, je pense qu'il faudrait pas mettre la Chine et la Russie sur la même balance. Non. Tout de même, la Russie a un certain capital de savoir-faire. Il y a un certain capital relationnel qui est très important, qui date depuis la guerre froide. C'est-à-dire que les réseaux russes, l'influence, il y a une certaine relation avec certains pays et tout, combien même les changements qui se sont opérés à la partir des années 70 et tout. Mais les Russes, ils ont développé un savoir-faire, c'est-à-dire à la fois militaire et stratégique. On l'a vu dans le cas de la Syrie, notamment. Tout à fait, la Syrie ou autre chose. Quant aux Chinois, c'est-à-dire les Chinois, ils sont dans une logique très pragmatique. Déjà, ils sont dépourvus par rapport aux Russes de ce savoir-faire, ce capital. Ils sont en train de bâtir une certaine présence, un certain capital de relations, une certaine aura dans la région qui passe, par la diplomatie économique et énergétique qui est très importante. Ils essaient de développer une certaine diplomatie d'influence, si vous voulez, une smooth, on dit en anglais smooth diplomatie, à travers le soft power, d'être un médiateur, ce qu'ils appellent eux en anglais de honest broker, ce qu'on appelle le courtier honnête, le courtier incontournable. Je n'ai pas de passif, je ne suis pas une puissance colonisatrice, je ne suis pas un passif, je suis pas d'a priori. Il n'y a pas d'a priori, c'est-à-dire que je suis un acteur qui rassure. Donc, j'ai cette crédibilité. Je peux donc, à défaut d'avoir les Américains et les Russes comme médiateurs, je pourrais être l'alternative. Sauf que la situation, elle est plus complexe. Et les Chinois en sont conscients, ils le savent pertinemment. Mais est-ce qu'on est sûr déjà que la Chine et la Russie, ou la Chine ou la Russie, ça dépend, veulent proposer leur talent ou leur... non, pour vouloir, ils veulent, ça c'est confirmé, on peut le dire clairement. Les Russes, Poutine a reçu une délégation du Hamas, il a reçu une délégation du Fatah. Il faut rappeler que ces deux pays ne considèrent pas le Hamas comme organisation terroriste, contrairement aux Américains. Tout à fait, justement, c'est la raison pour laquelle, c'est-à-dire que les Russes et les Chinois essaient de se proposer comme une alternative aux Américains qui ont catalogué à la fois Hamas et Hezbollah comme entité terroriste, et de deux, le tropisme israélien aux États-Unis, il est très très fort. C'est-à-dire que là, les États-Unis sont complices du génocide. Ils ont armé, soutenu tout, et au sein des Nations Unies, ils ont tout fait pour torpiller toutes les résolutions tendant à arrêter cette agression. Donc, du point de vue de l'imaginaire des dirigeants, plutôt des dirigeants arabes, des opinions publiques arabes, les États-Unis est un acteur disqualifié. Donc, ils essaient de profiter de cette brèche pour s'imposer, pour dire finalement, si les Américains sont disqualifiés et si les Européens aussi sont disqualifiés, les seuls à pouvoir jouer ce rôle de médiateur sont nous. Sauf dans le cas présent, pour les Russes, comme je l'ai dit, il y a la guerre en Ukraine et les Américains feront tout, et les Européens, pour que les Russes ne puissent pas jouer ce rôle. Parce qu'ils savent pertinemment que la médiation russe, la tentative de la Russie de vouloir d'aider à résoudre ce problème, d'arrêter l'agression et de cesser l'escalade, participe de certaines volontés des Russes d'un petit peu de desserrer les taux sur les camps. Rien que pour ça, les Américains, les pays de l'OTAN n'en veulent pas. Oui, mais si Trump arrive à la Maison-Blanche et qu'il arrête donc la fourniture d'aide et d'armes à l'Ukraine et que la guerre s'arrête,
à ce moment-là, la Russie aura toute la latitude justement de jouer ce rôle de médiateur. Justement, essayer de ne pas avoir froid aux yeux des gens crûment. Oui. Pour l'instant, on ne sait pas de qui, Trump ou Harris, qui va passer, ça joue très serré. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir des élections comme ça s'est passé en 2000 entre George Bush Jr. et Al Gore. Peut-être ça va jouer dans un mouchoir de poche. C'est 48-48, on attendra les résultats. Cela dit, dans l'hypothèse où ça sera Trump le prochain président qui succédera à Biden, il est très difficile de dire que Trump va d'une baguette magique et plutôt signer ou d'un ordre, d'une levée le petit doigt que les choses s'arrêtent. La situation, elle est plus complexe. Ce n'est pas une question de style. C'est vrai que le style est très important en politique étrangère, en politique internationale. Trump, c'est un homme d'affaires, il gère les questions internationales comme c'est qu'il gère une entreprise. Ce n'est pas un idéologue, contrairement à Biden. Et les républicains, ce n'est pas les démocrates comme ce qu'on appelle les globalistes qui sont un petit peu interventionnistes. Trump tentera, je dis bien, tentera de rompre un petit peu ou de sortir de ce sentier qui a été tracé par les démocrates, de se désengager. Comment? Toute la question, elle est là. Est-ce qu'il va prendre le téléphone et appeler Poutine et Zelensky? Alors, écoutez, c'est bon, on va siffler la fin de la partie, tout le monde rentrera chez tout le monde est content. Non, la situation n'est pas aussi complexe. Il y a des paramètres pour lesquels, même si le président de la première puissance mondiale, il ne peut pas les changer. Il ne peut pas te contrôler. Je termine pour ça, très rapidement, parce qu'il y a un chantier qui a été tracé par les démocrates. Deuxième des choses, il y a une sorte d'une interconnexion entre les deux sphères, ce qu'on appelle la sphère européenne avec l'Ukraine et la sphère moyen-orientale. On est dans une sorte d'interdépendance des vulnérabilités. Donc la question est si l'instabilité dans une région impacte cette autre et on il y a un lien maintenant établi entre ces deux. C'est de façon indirecte. Indirect, par exemple, ce qui s'est passé en Ukraine en 2022, de point de vue la crise énergétique, il y a eu une crise alimentaire, c'est-à-dire que ça a fragilisé beaucoup de pays. Il y a la sécurité énergétique, il y a les pays du Moyen-Orient qui veulent jouer un rôle pour un rôle de fournisseur. Et maintenant, ce qui se passe au Moyen-Orient, il risque d'avoir un impact sur la situation. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que le risque d'une déflagration régionale me paraît peu probable parce que ni les Américains ni les Européens ne veulent d'une déstabilisation de la région parce qu'il y va de leurs intérêts et même de leurs alliés dans la région et de l'autre. Donc, Trump. Rapidement, on doit poser aussi la question, on doit faire intervenir à mon sens, la situation sera très compliquée pour Trump. Tawfiq Hamel, sur la question sur donc, la Chine et la Russie, si ces deux pays se proposaient comme médiateurs alternatifs aux États-Unis, il y aurait peut-être deux objectifs dans ce sens. Ces deux pays pourraient gagner en influence internationale et contrebalancer le poids des États-Unis, de l'Occident, dans la région et dans le monde. C'est pas négligeable. Effectivement, ça reste l'objectif ça reste l'objectif de la Chine et de la Russie, mais dans l'immédiat et à court terme, pour l'instant, que ce soit la Chine ou la Russie, elles ont montré leurs limites en termes d'influence sur le dossier palestinien. Souvent, il y avait des communiqués qui condamnent les actions génocidaires d'Israël, mais globalement, ils n'arrivent pas à infléchir la position d'Israël. Globalement, pour l'instant, l'État vraiment qui est capable de mettre fin à ce conflit, ça reste les États-Unis, parce que globalement, Israël n'est pas en mesure de mener une guerre avec une telle intensité, avec ses propres moyens, pendant une période qui dépasse 2 semaines. Ça veut dire que aujourd'hui, Israël arrive toujours à continuer cette guerre parce qu'il y a un soutien très très important de la part des Américains. Il y a les Américains. Ensuite, en matière d'armement, vous avez également l'Allemagne. Parce que globalement, quand on regarde les statistiques, vous avez les Américains qui fournissent presque entre 60 et 65% d'armement. Ensuite, le deuxième, c'est l'Allemagne avec entre 20 et 29%. L'Italie a réduit en tout cas sa fourniture d'armes, en tout cas depuis le début de ce conflit. Quand on regarde depuis le 7 octobre 2023, selon les estimations, les derniers chiffres, les Américains ont apporté une
aide au moins de 22 milliards de dollars en matière d'armement, sans parler de l'aide sur le plan économique, sur le plan politique. Il y avait même au moins 2000 soldats des forces spéciales américaines qui ont été envoyés dès le début de ce conflit en Israël pour fournir soutien, conseil pour les militaires israéliens. En matière de renseignement, pareil, il y a des avions, en tout cas de l'agence américaine, fournit un travail de renseignement très important pour Israël. Sans parler que si on prend en considération le conflit entre Israël et l'Iran n'est pas en mesure d'entrer dans une guerre conventionnelle contre les Iraniens. Très bien. Ça veut dire que globalement, ce qui est fait actuellement, les Américains sont d'une part, elles disent que leur but c'est de mettre fin à l'escalade, alors que eux-mêmes deviennent justement un facteur qui contribue à l'escalade. Parce que sans le soutien américain, Israël n'osera pas justement étendre ses activités militaires au Syrie, au Liban et aller jusqu'à Israël. Après, quand on revient sur la question Rapidement, la Russie et la Chine, personnellement, il me semble que leur influence reste très limitée. Certes, il y a une volonté de jouer un rôle de plus en plus important dans ce dossier, mais ce n'est pas le cas actuellement. Certes, dans le cas de la Chine, a pu contribuer à l'apaisement des relations entre les Iraniens et votre raisonnement un petit peu sur cette question. Il faut qu'on passe aussi à la deuxième partie de l'émission que l'on va consacrer à la situation aussi sur le terrain, notamment à Gaza précisément. Je vous propose de revenir en image sur cette situation. Et rien que dans le nord de la bande de Gaza, c'est un véritable génocide, dans le génocide où l'armée d'occupation sioniste a tué plus de 1800 Palestiniens et blessé près de 4000 autres. 100 000 personnes sont en ce moment même complètement sous un siège très dur, même cruel, sans nourriture, sans eau et sans médicaments. Le sujet est signé Sabrina Kachrout. 14 jours d'agression sur Gaza et l'extermination des Palestiniens se poursuit. Les autorités palestiniennes de la santé ont fait état d'un bilan de plus de 43 340 martyrs et 102 100 blessés. 30 personnes ont été tuées hier dans des bombardements sionistes sur le nord de la bande de Gaza. Au moins 17 morts sont à déplorer dans les zones résidentielles de Beit Lahia. La frappe la plus meurtrière a fait 6 morts, dont des femmes et des enfants. À Jabalia, un missile de l'occupant sioniste a visé une maison familiale, faisant 4 morts et 3 blessés. Par ailleurs, 13 Palestiniens ont été tués dans le sud de Gaza au cours de plusieurs frappes sionistes. L'une d'elles faisant 9 morts, dont 4 enfants, à l'est de Khan Younes. Le nord de la bande de Gaza subit un siège particulièrement agressif depuis le début du mois d'octobre. La défense civile gazaoui estime que 100 000 habitants du nord sont actuellement sans nourriture, sans eau et sans médicaments. Mohamed Salha, directeur de l'hôpital Al-Aouda à Nusayrat, décrit une situation horrible dans le nord. Il a raconté que son établissement ne compte qu'un chirurgien, le seul dans le nord du territoire, alors que plus de 70% des victimes admises à l'hôpital ont besoin d'une intervention chirurgicale. Dans ce contexte catastrophique, l'entité met en application ses menaces de démantèlement de l'UNRWA, mettant ainsi en grand danger les structures humanitaires de l'ensemble de la région. Un coup de semonce supplémentaire dans la marche du génocide. Voilà ce qui se passe donc pour ce génocide à Gaza, et rien que pour la partie nord de la bande de Gaza, je vous le disais, c'est un génocide dans le génocide. Gamal Abina, je vous poserai la question sur le bourbier militaire et je vous demanderai, messieurs, de faire des réponses relativement courtes. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Gamal Abina, je le disais, le bourbier militaire de l'entité sioniste dans la région est désormais une certitude, même après l'assassinat des dirigeants politiques et militaires du Hamas et du Hezbollah. Les deux résistances continuent à malmener très durement l'armée sioniste au nord de Gaza et au sud du Liban. Comment expliquer matériellement cette résilience des résistances locales? Vous savez, il y a plusieurs éléments. D'abord, seul un imbécile, donc Netanyahou n'est pas moins d'un imbécile, seul un imbécile pouvait penser que des gens qui depuis toujours s'attendaient à une agression
je parle des Libanais, des Palestiniens qui ont initié l'attaque, n'auraient pas les moyens de se défendre. C'est-à-dire qu'en guerre asymétrique, ils ont installé une stratégie de guerre très, très étudiée que Nasrallah a mis en place, hein, parce il a beaucoup étudié les stratégies sionistes, et c'est une stratégie défensive qui ne cherche pas à défendre une portion de territoire ou une ville ou un village, mais qui cherche à éreinter par une guerre qu'on appelle les guerres d'usure, hein, c'est comme ça qu'on l'appelait ça en 70, qui cherche à littéralement écraser et ronger comme un métal serait rongé par l'eau, l'attaque de l'armée sioniste. Il faut savoir que dans l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu de guerre asymétrique remportée par les grandes puissances. Tous les pays qui se sont battus contre des guérillas ont perdu. Les Russes face aux nazis, les Américains au Vietnam, les Algériens face aux Français, les Français ont perdu. Parce que, effectivement, on n'a pas des armées constituées. Quand on parle de guerre, d'ailleurs, c'est plutôt une guérilla contre une armée guerrière. Ensuite, bon, les sionistes ne sont pas très courageux, on les connaît pour être de grands lâches, ils bombardent du ciel, ils savent faire, tirer sur les enfants avec des cailloux, ils savent faire, mais dès qu'il y a un homme en face avec des armes, il n'y a plus personne. Donc ils ont besoin de maman américaine pour s'en sortir. Donc simplement, pour faire très court, je dirais que s'ils ne gagnent pas, c'est parce que, au-delà du fait qu'ils aient décapité, comme ils le disaient élégamment, les directions politiques du Hezbollah, par exemple, ou du Hamas, les stratégies militaires sont en place depuis longtemps. Il faut quand même se rappeler que ça fait près de 18 ans que, évidemment, le Hezbollah s'attendait à une attaque. La dernière guerre est en 2006, et donc ils ont eu largement le temps de se préparer, conseillés par des Iraniens qui sont experts aussi en matière de contre-insurrection. Donc il est peu probable que, il est peu probable que l'attaque sioniste remporte la mise. D'ailleurs, j'en veux pour preuve, il faut savoir que les vrais chiffres tombent maintenant, il y a en moyenne 10 soldats israéliens qui sont liquidés par jour. Pourquoi ? Parce qu'ils sont incapables de se battre contre des hommes déterminés qui défendent leur territoire. La différence est fondamentale. Quand on se bat pour son territoire, on a de la hargne. Quand on se bat en tant qu'envahisseur, on n'est pas motivé. Et comme les Israéliens ne sont pas des gens très courageux. Alors, Kamal Mensali, justement, Khalil El-Hayya, le négociateur chevronné du Hamas, pourrait succéder à Ismail Haniyeh en tant que chef politique, mais le nom du nouveau leader d'ailleurs du Hamas ne sera pas nécessairement rendu public. Le Hezbollah vient d'annoncer le nom de son nouveau leader, Naïm Qassem, ancien numéro 2 du parti. Comment expliquer justement la capacité de ces résistances locales à se reconstituer autour de nouveaux leaders? Parce que la cause dépasse les personnes, donc on est face à une résistance. Quand même, on est face à une résistance. C'est-à-dire que Israël a essayé, les sionistes ont essayé de faire croire qu'ils ont réussi des exploits en décapitant, comme ils disent, le leadership de Hamas et de Hezbollah. Mais en réalité, ce sont que des vitrines. Mais les véritables combats, il est au sol, c'est sur le terrain. Ce sont ces gens-là qui connaissent le terrain, qui connaissent leur ennemi et qui lui font face. Les leaders ne sont plus... Oui, mais il y a une hiérarchie quand même, ça, à un moment donné, elle peut se désarticuler. D'ailleurs, pardonnez-moi, l'Algérie est passée par là. Je voudrais juste apporter une précision. Selon un quotidien américain, la disparition, enfin l'assassinat de Sinwar aurait compliqué la donne plus qu'il ne l'aurait facilité. À qui? Mais ils résistent toujours. Aux Israéliens. Aux Israéliens, évidemment, je parle. D'accord, oui, je suis d'accord. S'ils ont compliqué, bien sûr, elle est compliquée parce qu'on a affaire à des résistants qui utilisent tous les moyens, qui ne se laisseront pas abattre. C'est-à-dire, même si Sinwar est parti avant lui, où est Rantisi, où est Sheikh Yassine, tous ces leaders ont disparu. Ont été tués. Avant Hassan Nasrallah, Moussaoui et tous assassinés. Mais le véritable combat, l'ossature, l'organisation existe toujours parce que c'est elle qui fait face à la réalité du terrain. Donc on voit aujourd'hui les Israéliens, c'est vrai que le sioniste, il sait tuer, mais il ne sait pas combattre. C'est-à-dire qu'il tue de loin, c'est une doctrine chez eux. Depuis longtemps, ils combattent de loin, mais sur le terrain, ils sont très faibles. Et on voit que dès les premières semaines de l'incursion à 1 km ou 2 au sud du Liban, 90 soldats tués en 3 jours, ils n'arrêtent pas de perdre et de reculer et de subir revers après revers, parce que la situation au sud du Liban est favorable à celui qui se défend et non pas à celui qui attaque. Parce que là, même si on a des renseignements et tout, on reste toujours aveugle face à l'ennemi. C'est ce qui s'est passé au Vietnam. Les gens sortaient de partout, comme on dit, des casemates et tout. Aussi en Algérie, la même chose. Donc la guérilla est une technique elle est très coûteuse pour celui qui attaque, qui avance à vue. Donc la seule chose qui reste aujourd'hui, on voit les massacres perpétrés au nord de Gaza, notamment à Jabalia. Et malgré ça, malgré le fait qu'Israël avait 4 régiments, elle a annoncé qu'elle avait décimé les combattants à Jabalia. On voit les opérations se poursuivre, à Nusayrat se poursuivre, et surtout à Netzarim, qui est le cœur c'est-à-dire là où se regroupent le plus les forces israéliennes. Et malheureusement,
heureusement, malheureusement pour ceux qui croient qu'Israël a pu quand même décimer la résistance, c'est une vue de l'esprit très courte. La réalité du terrain démontre que justement, que par la résistance, les Palestiniens peuvent tenir tête et résister et exister. Alors, on n'aura pas le temps, malheureusement, de faire encore un dernier tour de table. Je vais vous remercier, messieurs. Le temps qui nous est imparti est déjà terminé. Chez Delis, vous êtes enseignant universitaire, spécialiste des questions internationales. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Kamal Mansali, directeur de publication au quotidien Le Jeune Indépendant et consultant de Canal Algérie. Gamal Abina, journaliste spécialiste et analyste des questions internationales. Et Tawfiq Hamel, chercheur en histoire militaire. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne et à bientôt. Au revoir.